Good morning to the West and good evening to the East, ladies and gentlemen. Bonjour à l'Ouest et bonsoir à l'Est, mesdames et messieurs. Nous vous accueillons cordialement à la conférence intitulée Les droits de l'homme au niveau local, ce qui marche. Je voudrais vous présenter Heidi Bassin. Heidi Bassin est la directrice financière du centre et aujourd'hui, elle est ma co-conférencière. Bienvenue Heidi. Merci Klaus. Bienvenue également de ma part. Je suis heureux de pouvoir animer cette conférence avec le directeur du Centre de l'UNESCO pour la promotion des droits de l'homme dans les communautés et les régions, Klaus Stahl. Et je donne maintenant la parole au recteur de l'université, Monsieur Petarilla, qui va vous donner l'allocution en tant que chef de notre centre. Chers participants de la conférence, je suis recteur de l'Université de Graz et je suis très heureux de dire quelques mots au Centre international pour la promotion des droits au niveau local et régional et l'UNESCO encourage bien sûr les droits humains et notre centre promouvoit les droits, une approche basée sur les droits de l'homme au niveau régional et local. En tant qu'acteur, le centre offre également un laboratoire des droits de l'homme, une maison, également un établissement concernant les services apportés dans le domaine des droits de l'homme. Comme on voit dans les médias tous les jours, les droits de l'homme, les droits humains sont une question vraiment très importante, essentielle, pas uniquement dans d'autres pays du monde, mais aussi en Autriche. Et nous nous concentrons de manière stratégique ici sur les droits de l'homme. C'est pourquoi l'Université de Graz est heureuse d'accueillir ce centre qui repose sur 20 ans d'expérience et d'expertise. Et notre objectif, bien sûr, est de réaliser des recherches, mais également d'offrir de la recherche et des suggestions au moins face aux enjeux. Notre souci à l'université est que les résultats des recherches soient disponibles pour la société et également pour améliorer le monde, faire de notre monde quelque chose de meilleur. Le centre concentre sur des fonctions, il veut être facilitateur pour la mise en œuvre des droits de l'homme, renforcer les capacités institutionnelles et humaines de l'inclusion dans le domaine de la politique, en tant qu'animateur également pour l'échange et finalement en tant que constructeur de passerelles pour connecter le niveau local et international, rassembler différents acteurs afin de maîtriser les enjeux. Et quand vous regardez le programme de la conférence, vous allez voir que cette conférence correspond tout à fait à cette fonction. Et je voudrais remercier les organisateurs et les participants, en particulier ceux qui traitent de ces concepts et de ces instruments. Et j'espère que vos résultats amélioreront notre coexistence sociale. Et conformément à notre devise, nous travaillons pour demain. Le micro n'est actuellement pas marché. Oui. Merci de votre allocution et je voudrais donner la parole maintenant au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est basée à Vienne, Michael Hoflaherty. Vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole à cette conférence de clôture de l'Académie d'hiver. Je suis ravie d'avoir à nouveau l'occasion de m'engager avec vous dans cette importante initiative. Nous vivons un moment extraordinaire où l'importance de la ville pour le bien-être humain ne pourrait être plus évidente. Dans de nombreuses régions d'Europe, la grande question qui se pose actuellement est celle du logement,
de l'abri? Où allons-nous chercher ce logement et cet abri? Et dans la plupart des endroits, c'est à la ville et à la municipalité que revient la tâche de garantir ce droit humain fondamental. L'inégalité est endémique dans nos sociétés et là encore, les villes jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté, dans la répartition du bien-être et des ressources au sein de la communauté, afin que nous puissions tous vivre dans le respect de la dignité fondamentale. Un autre rôle essentiel que les villes jouent de manière évidente en ce moment, c'est celui de l'accueil. Ce sont les villes qui sont en première ligne, par exemple, pour accueillir ces millions de personnes venues d'Ukraine. L'Agence des droits fondamentaux était déjà aux frontières au début du mois de mars et nous avons été très impressionnés. À ce moment-là, ce n'étaient pas les gouvernements centraux qui menaient l'accueil, c'était les villes, les villages, les municipalités qui prenaient souvent elles-mêmes l'initiative et généralement sans le soutien ou même sans les ressources du gouvernement central. Donc cela nous indique non seulement que les villes et les municipalités, le local sont essentiels au bien-être, cela nous dit aussi que ces lieux sont généralement et typiquement des lieux de générosité, des lieux de bonté. Et les droits de l'homme sont alors un moyen de canaliser cette générosité et cette bonté d'une manière structurée qui produira des résultats de manière juste, équitable et sans discrimination pour tout le monde, pour tous les besoins humains. Dans ce contexte, je pense que cet événement annuel est très important. Je sais aussi qu'il a un impact. Nous voyons la différence que vous faites dans les villes et villages à travers, dans mon cas, l'Union européenne. L'Agence des droits fondamentaux restera fortement engagée dans ce domaine. Nous allons continuer à soutenir les villes. Nous allons continuer à soutenir le mouvement des villes des droits de l'homme. Nous avons produit un cadre pour les villes des droits de l'homme en étroite collaboration avec beaucoup d'entre vous et beaucoup d'autres que nous avons lancé l'année dernière et nous nous appuierons sur ce travail. Nous le diffuserons, c'est certain, mais nous porterons également notre réflexion, nos discussions et notre engagement politique à un niveau encore plus élevé, de sorte que bientôt, de notre vivant, dans notre génération, nous verrons que le principal moteur des droits de l'homme dans tous nos pays est la ville, la municipalité. Merci encore et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite de la conférence. Vielen Dank, Michael O'Flaherty. Merci beaucoup, Michael O'Flaherty. Unsere Frau Et Bürgermeister, Frau je Elke suis Kar, maintenant dürfen wir heureuse de pouvoir saluer notre mère, Elke Kar, et je la prie de nous faire son allocation. Merci et bienvenue. Je m'appelle Elke Kar et je voudrais vous souhaiter cordialement la bienvenue à cette conférence. Et je voudrais également souligner combien je suis fière que dans notre ville de Graz, le Centre international des droits de l'homme soit présent. Et ça, je ne l'ai pas comme ça, mais comme Michael O'Flaherty vient de le dire, je pense que ce sont les villes, ce sont les municipalités qui jouent un rôle important, pas uniquement pour la coexistence paisible euh, tous les jours, mais ce sont également les villes et les municipalités où la politique est le plus proche des hommes et des femmes et ils doivent également apporter un bon accueil à toutes les personnes qui y vivent. Et comme il a été dit tout à l'heure, ce qui a dit Monsieur le directeur Reed, là, le recteur Reed, là, ont été vraiment très importantes et je le remercie. Je voudrais également remercier pour l'organisation et je suis très heureuse qu'il y ait autant de participants à cette conférence et que nous puissions réaliser cette conférence ici. Merci beaucoup. nächstes begrüßen wir Herrn Puis nous Landeshauptmann souhaitons Christopher Drexler. la bienvenue à notre gouverneur, Monsieur Christopher Drexler. Je vous salue tous très chaleureusement à cette conférence du Centre UNESCO pour les droits humains ici à Graz. Le titre de la conférence, les droits humains au niveau local, ce qui marche, indique, je pense, un champ thématique tout à fait essentiel. D'une part, nous avons les grandes questions que nous a révélées la guerre d'agression criminelle menée par la Russie contre l'Ukraine l'année dernière, mais d'autre part, il s'agit également d'analyser l'importance des droits de l'homme au niveau local.
Il s'agit là d'un grand domaine d'action lorsqu'il s'agit de traiter les droits humains avec soin dans la politique régionale et locale ou de promouvoir ou d'amorcer un développement dans ce sens. Je me réjouis que cette conférence puisse avoir lieu et je suis très curieux et attends avec impatience les résultats des délibérations d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et engageons-nous ensemble pour les droits humains au niveau local et régional. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur Drexler. Et j'ai l'honneur de demander également à Alexander Schallenberg, ministre des Affaires étrangères de notre République, de donner son allocution. Cher directeur général adjoint, chère Gabriela, cher gouverneur, cher Christopher, chère Madame le maire, Elke Carr. Mesdames et messieurs, il y a presque 2 ans, j'ai eu le plaisir d'être présent avec la directrice générale adjointe de l'UNESCO, Gabriela Ramos, à l'inauguration officielle du Centre des droits de l'homme de catégorie 2 de l'UNESCO à Graz. Depuis lors, le centre est florissant, promouvant et renforçant les droits de l'homme au niveau local et régional par le biais de meilleures pratiques et d'une éducation continue aux droits de l'homme. La conférence d'aujourd'hui en est un exemple frappant et je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible la conférence de cette année sur les droits de l'homme au niveau local et régional à Graz, en particulier le centre lui-même, bien sûr, l'Université de Graz et aussi notre proche partenaire, l'UNESCO. Cette année, nous commémorons la dernière conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme qui s'est tenue il y a 30 ans à Vienne. Ce devrait être une occasion festive de célébrer les avancées en matière de liberté fondamentale et de droits de l'homme que nous avons connues depuis lors. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, nous devons reconnaître que les droits de l'homme dans le monde sont de plus en plus sous pression et que notre hypothèse selon laquelle ils progresseraient lentement mais sûrement était erronée, voire naïve. L'attaque brutale de la Russie contre l'Ukraine est comme un seau à glace géopolitique qui nous est jeté à la figure, nous arrachant à nos rêveries et nous rappelant brutalement que la préservation et le respect des droits et libertés fondamentaux et la protection de l'individu ne sont pas acquis. Il n'y a tout simplement pas d'automaticité et il n'y a pas de garantie en ce qui concerne les droits de l'homme. Nous devons continuellement nous lever et nous battre pour eux si nous voulons préserver notre mode de vie. Les menaces et les défis viennent de toutes sortes de directions. Certaines d'entre elles de l'extérieur, certaines sont d'origine interne, comme le développement de l'intelligence artificielle, et le défi de s'assurer que la technologie basée sur l'intelligence artificielle soit appliquée en conformité avec les droits de l'homme. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que l'Autriche est et reste pleinement engagée dans la protection des droits de l'homme. Et sur cette base, nous nous engagerons pleinement au sein du Conseil exécutif de l'UNESCO et nous continuerons à renforcer notre partenariat avec l'UNESCO, comme nous l'avons montré avec la conférence internationale sur la sécurité des journalistes organisée conjointement à Vienne en novembre dernier. Toutefois, notre engagement ne peut se limiter au niveau international. Il doit commencer chez nous. Chacun d'entre nous porte sa part de responsabilité. Je me réjouis donc que la conférence d'aujourd'hui se concentre sur les droits de l'homme au niveau local. Si nous voulons rester crédibles dans notre revendication mondiale de respecter les droits de l'homme, nous devons prendre le travail au niveau local et régional très au sérieux. Dans cet esprit, je tiens à remercier explicitement le Centre des droits de l'homme, la province de Styrie et la ville de Graz pour leur engagement soutenu, énergique et passionné en faveur de nos droits et libertés, ainsi que l'UNESCO pour la bonne et fructueuse coopération qui est à bien des égards exemplaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre fédéral. Nous avons également invité Monsieur Alexander Van der Bellen, notre président. En raison d'engagement, il ne peut pas participer, mais il nous remercie de notre engagement, de l'engagement de tous et nous envoie ses meilleurs vœux pour la conférence de clôture de l'Académie. J'ai maintenant le plaisir et l'honneur d'accueillir maintenant Gabriela Ramos,
directrice générale au siège de l'UNESCO à Paris. Merci beaucoup de vous joindre à nous et de nous inspirer avec un discours clé. Madame la directrice générale, vous avez la parole. Merci beaucoup, Klaus. J'aurais aimé être avec vous. Et comme l'a dit le ministre Schallenberg, nous avons travaillé ensemble et il y a un an, nous avons travaillé avec la ville de Graz, avec l'université, avec le centre. Et je sais bien sûr que vous retrouvez, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette question importante de la promotion d'une approche basée sur les droits humains. Et, et donc, je voudrais vous féliciter de cette conférence qui a lieu déjà depuis plusieurs années. Et je suis également très heureuse qu'il y ait cette conférence et cette de clôture de l'Académie. Et nous remarquons que ces efforts devraient être renforcés. Nous le remarquons, car le contexte ne devient pas plus facile. Et c'est également ce dont ont parlé les orateurs précédents. La situation générale dans le monde après la pandémie, après la guerre et les impacts de la guerre auxquels nous sommes confrontés contre l'Ukraine augmente la fragmentation de notre société. Il y a des inégalités, nous avons la discrimination, le racisme, la transformation numérique. Et toutes ces choses se réunissent et nous font ressentir qu'il est vraiment très important de promouvoir l'approche que nous avons choisie. Et cela est vraiment très important. Les tendances sont vraiment très compliquées. Les enjeux les plus importants sont bien sûr les climats ou la transformation numérique, comme je l'ai dit, la démographie, les réfugiés, tous ces mouvements massifs de gens sont un enjeu important et mettent une pression sur la gouvernance locale. Donc, il faut les aborder, il faut les traiter et également, il est important ici d'apporter une amélioration et de promouvoir les droits humains. Le ministre a mentionné l'intelligence artificielle, la transformation numérique, et ça, c'est un domaine où nous pouvons montrer combien la dépendance d'un cadre et de l'action du gouvernement à différents niveaux nous permettra de trouver des issues parce que sinon, nous bâtirons un monde de plus en plus difficile et inégal. Il est donc important d'agir en faveur des droits de l'homme et travailler dans ce domaine. Le GPT-3 a été lancé. C'est une boîte qui peut produire du texte qui sont très élaborés. Et nous nous posons la question à l'UNESCO si si ces évolutions ont eu lieu en ayant pris en considération l'impact que cela peut avoir sur les gens, sur la discrimination. Et je pense que partout, nous devons pousser cet agenda de manière très résolue. Et bien sûr, avec la recommandation concernant l'intelligence artificielle, je sais que le centre et les gouvernements de l'Autriche en général promouvoient bien sûr cet humanisme numérique. Et ces technologies sont développées, mais il ne faut pas que nous ayons ces inégalités en rayon de ça. Et il faut qu'elles soient également transparentes. Et dans le monde numérique, il est très difficile de savoir où nous avons été discriminés. Donc, il y a beaucoup de questions, mais ce n'est qu'un exemple.
Il y a aussi d'autres enjeux, le niveau de pauvreté, les inégalités entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est également quelque chose sur lequel il faut travailler. Dans les villes, il faut faire beaucoup. Il faut apporter des solutions dans ce domaine-là. Il faut promouvoir les femmes. Ou quand on voit le développement en Afghanistan, où les femmes ne vont plus à l'école, ou le développement en Iran, où elles ne peuvent pas s'habiller comme elles le désireraient, mais aussi aux États-Unis, elles ne peuvent pas décider également de quoi faire de leur corps. Et ça, c'est vraiment des choses fondamentales pour la dignité euh, concernant les droits de reproduction. Donc là, il est important que vous soyez aussi engagés que vous l'êtes et promouvoir cet agenda qui fournisse également des solutions pour les êtres humains, également pour le monde entier, dans d'autres parties du monde. La question de la pauvreté, la question de manque de moyens pour tellement de personnes dans le monde, la crise alimentaire, les crises énergétiques et toutes ces tendances ont un impact et surtout sur les plus vulnérables. Et je pense que c'est l'un des messages les plus importants que nous devrions diffuser et, et dire comment les droits humains sont respectés dans le monde entier. Il ne peut pas y avoir ces droits de l'homme si les gens n'ont pas les moyens de couvrir leurs pauvres besoins de base. Cela n'est pas lié à cette discussion, je le sais, mais j'aimerais partager avec vous ma tristesse et le fait que je sois extrêmement concerné avec les tremblements de terre, les conséquences de ces tremblements de terre en Turquie et Syrie. C'est tout simplement une question de ne pas les oublier, de leur fournir du soutien et j'en appelle à toutes les villes et au réseau des villes inclusives IAC de contribuer ce qu'elles peuvent contribuer dans un effort visible afin de secourir les personnes en besoin. Lorsque nous pensons à des actions concrètes, c'est bien sûr au niveau des villes. Ces tendances dont je viens de vous parler, c'est au niveau global, fédéral, régional, mais local. Les maires d'un grand nombre de villes si présents, vous avez tout simplement la capacité de voir comment cela concerne les personnes. Les réfugiés, par exemple, c'est à vous de mettre en place les systèmes de soutien et de support. C'est quelque chose qui préoccupe énormément les habitants et les habitants. Et c'est le niveau de la ville qui peut y faire face le mieux. Les questions de logement, mais vous avez beaucoup d'autres éléments en la matière qui doivent être pris en compte au niveau de la ville. Et j'aime le cadre dans lequel vous parlez des administrations publiques, car les administrations publiques, très souvent, lorsqu'elles sont bien formées et capables de comprendre de quoi il s'agit, il n'est pas nécessaire d'inclure en plus l'approche droits de l'homme puisqu'elle est déjà incluse. Donc, je propose que nous fassions le pas d'inclure cette capacité de comment on peut renforcer les droits de l'homme sur le terrain grâce à ces mesures inclusives. Nous travaillons volontiers avec vous car l'UNESCO souhaite regarder quelles sont les références au niveau des capacités institutionnelles, législation, prise de conscience, actions concrètes par rapport aux droits de l'homme, mais surtout
pour contrer la discrimination et le racisme, car le contexte très étroit dans lequel nous vivons, c'est une tendance qui montre clairement que le racisme et la discrimination vont en augmentation. Et nous avons beaucoup d'expérience ces derniers mois à travers les médias que ce problème est en train de prendre de l'importance. Je pense donc, si nous avons les institutions qui veillent à ce que la primauté du droit s'applique, si elles sont bien formées, si elles sont bien au fait des mesures à prendre en matière d'antidiscrimination et antiracisme, alors le service sera bien fourni. Sinon, il ne le sera pas. Et vous savez que l'Autriche, au sein de l'UNESCO, a appelé déjà sur ces thèmes et nous avons lancé cette plateforme mondiale contre le racisme et la discrimination et nous disposons maintenant déjà d'une boîte à outils qui, je l'espère, sera testée dans la première ville, à savoir Graz, mais toutes les autres villes qui également sont en train de renforcer leur capacité institutionnelle et nous serions fort heureux de pouvoir mettre en œuvre cette boîte à outils avec vous. Nous avons organisé le 2e Forum mondial contre le racisme et la discrimination au Mexique. Nous avions un grand nombre de maires et de représentants de grandes ONG mondiales de manière à bien comprendre de quoi il s'agit au niveau local. Et la discussion a clairement montré qu'il y a un apport clair et net. Il serait fantastique d'ailleurs, j'en ai parlé au centre, il serait fantastique que la ville de Graz puisse, par exemple, être la ville hôte pour le 3e forum contre le racisme et la discrimination, parce que vous avez été leader. Vous, la ville, les différents niveaux du gouvernement, les institutions, et ce serait super parce que les résultats, il y a des résultats très concrets. Au Mexique, il y a par exemple le lancement de la plateforme mondiale contre la discrimination et le racisme systémique. Nous avons également un groupe de travail sur les aspects au niveau numérique et digital et nous avons un partenariat nord-américain, c'est-à-dire le Mexique, les États-Unis, le Canada, contre le racisme et la discrimination. Et ça a été soumis aux leaders présents. Et c'est le type de dynamisme et d'impulsion dynamique qu'on peut avoir. Et je pense que les représentants styriens et les représentants de la ville de Graz sont les mieux placés afin de pouvoir y contribuer. Nous avons notamment un cadre pour permettre un dialogue mondial, notamment à ramener les gens de différentes cultures, différentes histoires, de manière à ce que on puisse les intégrer, leur point de vue, et notamment aussi les expériences, les retours d'expérience. Et avec ces flux de personnes que nous devons absolument intégrer. Je suis également très heureuse de voir que nous avons lancé avec IACA un dialogue sur l'antiracisme et l'antidiscrimination, à avoir notamment une politique à l'épreuve des balles, n'est-ce pas, qui permet justement d'inclure la perspective des personnes les plus vulnérables, qui d'ailleurs ne sont pas seulement les destinataires de toutes ces mesures, mais également des personnes qui ont une expérience en la matière qu'il s'agit d'inclure. Je suis également heureux de pouvoir vous dire que l'année dernière en Italie, nous avons eu un camp de base et le bootcamp en anglais, donc le camp de base, sera organisé cette année. La classe de maître, masterclass, sera également organisée cette année
de manière à pouvoir renforcer les capacités des fonctionnaires au niveau des villes afin qu'ils comprennent mieux les implications. Nous sommes très heureux de voir les efforts couchés sur papier dans notre document final. Et je vous remercie donc, chers partenaires. J'aimerais remercier le ministère des Affaires étrangères, également l'université, la ville de Graz et le centre. Et j'aimerais également reconnaître que UN Habitat, le haut commissaire aux droits de l'homme, notamment également de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et nous allons lancer rapidement une campagne contre le racisme avec le soutien de tous ces partenaires et notamment de nos partenaires européens. Donc, il est vraiment superbe d'avoir pu vous voir. J'espère que la prochaine fois, ça se tiendra de nouveau en personne. Et je vous donne la parole et je me réjouis déjà de vos conclusions. Merci. Generaldirektorin. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Notre prochain point, c'est la présentation des résultats de l'Académie. Monsieur Oberleitner et Morten Kerum, directeurs de l'Institut Valberg, vont nous présenter le document final. Merci, merci beaucoup. C'est en effet mon plaisir que de pouvoir présenter ce document et notamment les droits de l'homme à l'échelle locale, qu'est-ce qui fonctionne de manière à pouvoir faciliter un échange et notamment aussi à avoir un résultat concret. Ce n'est pas ça uniquement le résultat de nos discussions au sein de l'Académie, mais nous avons vraiment avec tous les partenaires, les ONG, l'administration de la ville et tous les autres partenaires eu une discussion très large. Il n'y a pas encore d'adoption finale, mais il y a des recommandations spécifiques et concrètes pour les administrations locales de manière à pouvoir montrer ce qui existe déjà, notamment les concepts et instruments de gestion qui doivent permettre de gouverner et diriger les villes avec des objectifs des droits de l'homme. C'est un document collaboratif à la fin de discussions, groupe de travail par tous les participants au sein de l'Académie, de manière à vraiment inclure toutes les leçons retenues et avoir un apport à l'échelle du monde, notamment les organisations internationales qui sont partenaires, le Haut Commissaire aux droits de l'homme, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, les autorités régionales et locales et les représentants des municipalités européennes en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique et également le monde universitaire. Et cela afin de permettre d'inclure tout le monde et surtout aussi les jeunes. J'ai donc le plaisir de pouvoir souhaiter la bienvenue à Morten Kerum, qui est le directeur de l'Institut Raoul Wallenberg à Lund, ancien directeur de l'Institut des droits de l'homme danois et également de l'Agence des droits fondamentaux à Vienne. Donc, il a eu la capacité de participer à un grand nombre de projets à travers le monde et actuellement, il essaye de promouvoir les droits de l'homme au niveau local. Et c'est donc à Lund, justement, qu'il est énormément impliqué dans ce travail. Morten, s'il te plaît, présente-nous ce document. Merci, merci beaucoup, Gerd. Et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand honneur
que de pouvoir vous présenter ce document qui est le résultat de l'Académie 2023. Lorsque je vois en comparaison avec les années précédentes, nous avons vraiment trouvé un format fort intéressant, un format pertinent et c'est vraiment les thèmes abordés. Merci à Klaus Carr, à l'ensemble de l'équipe qui ont fait de l'Académie une institution si bien établie et notamment aussi nous permettre à penser comment les villes peuvent inclure les droits de l'homme dans leur quotidien. Un autre point qui me semble être important, la manière dans laquelle le document contribue notamment à inclure le travail des droits de l'homme dans toutes les dimensions au niveau d'une ville ou d'une administration. Quand on regarde à travers le monde que cette approche des droits de l'homme est la concrétisation des droits de l'homme pour un grand nombre d'habitantes et d'habitants. Comme vous l'avez déjà dit, et c'est d'ailleurs également inclus dans le document, avec tous les apports nationaux et régionaux, de manière à ce que les acteurs locaux puissent également prendre ces mesures. Et l'inclusion de tous ces échelons est tellement importante afin que les droits de l'homme puissent être correctement pris en compte. Mis à part cette approche commune du bas vers le haut, local vers mondial, il y a également une approche commune au niveau local. À Graz, vous avez trouvé une interaction vibrante entre les fonctionnaires qui, notamment, ont retrouvé leurs collègues au sein des autorités régionales ou de la municipalité au niveau social. Et lorsqu'un économiste va à leur rencontre, alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré dans le passé, ils ont, en tout cas, même s'ils l'avaient rencontré dans le passé, jamais eu l'idée de discuter des droits de l'homme. Donc, c'est ça l'aspect et l'apport dynamique qui permet de montrer et de voir ce que fait cette Académie des droits de l'homme. Et lorsque vous quittez l'Académie, tout le monde sait que les droits de l'homme doivent être mis en œuvre dans leur région, dans leur ville, qu'ils doivent collaborer et qu'ils doivent trouver des partenaires afin de pouvoir pousser de l'avant et trouver des résultats concrets. Et comme inscrit dans le document, les droits de l'homme et les principes de droits de l'homme imposent des obligations sur toutes les formes de gouvernement et la manière de laquelle les gouvernements allouent et dépensent les fonds publics et notamment aussi évaluent leur utilisation. Et ils reconnaissent également que cela permet aussi de mobiliser l'électorat local et les administrés afin d'atteindre des objectifs globaux. Et comment, notamment, ça permet de casser des silos. C'est une expérience récurrente et c'est justement l'un des résultats. Une autre dimension est justement d'avoir une interaction beaucoup plus fructueuse et étroite avec la société civile, plus étroite que ça ne s'est fait dans le passé. Ils ont un objectif commun, chacun a son rôle à jouer, mais l'objectif est clair, à savoir réaliser les droits de l'homme basiques pour ces groupes cibles. Donc, l'économiste qui participait, c'est un des éléments nouveaux de ce document 2023. Un grand nombre de paragraphes se concentrent sur l'importance des ressources, l'allocation des ressources et du travail budgétaire, car cela fait
longtemps que le monde des droits de l'homme a essayé de comprendre les liens entre droits de l'homme et l'économie. Et nous devons remercier le bureau du haut-commissaire des droits de l'homme à Genève d'avoir vraiment mis son poids dans la balance afin qu'on s'y attaque. Mais ce n'est pas uniquement les Nations unies, mais les développements locaux également ont montré que les autorités locales, régionales ont fait des expériences méthodologiques face à un budget en ligne avec des objectifs des droits de l'homme. Raison pour laquelle il est important, si le document dit, le budget local est un élément essentiel afin que les les municipalités puissent réaliser leurs objectifs en matière de droits de l'homme. Et il est clair aussi que nous devons absolument aussi comprendre que les concepts de la réalisation agressive d'une rhétorique contraire aux droits de l'homme doit être contrée, notamment avec des ressources maximales disponibles afin qu'on puisse réaliser les droits de l'homme. C'est très, très important dans ce document. C'est souligné à maintes reprises, mais ce n'est pas compris toujours. Ce n'est pas suffisamment promu par la communauté des droits de l'homme. Et je crois que ce langage a une résonance très forte dans le langage du travail du secrétaire général des Nations unies et de l'agenda et de toutes ces questions du contrat social qui est débattu, mais qui n'est pas considéré de manière suffisante selon les termes que nous avons dans ce document. Donc, merci beaucoup pour ça. Et bien sûr, la surveillance des développements au niveau local peuvent être très difficiles dans le domaine des droits de l'homme. Il y a une question, comment alimenter les informations? Comment est-ce que les informations au niveau local peuvent être diffusées et transmises aux Nations unies? Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir des examens au niveau local. Et ça, c'est une façon de surveiller les progrès au niveau local liés aux objectifs de développement durable. Comment est-ce qu'ils évoluent? Comment est-ce qu'ils progressent? Et bien sûr, ce qui est mentionné également dans les documents, c'est que les ODD permettent d'accélérer les processus de localisation des droits de l'homme. Et pourquoi est-ce que c'est important de les mettre là? Je pense que c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas complètement le lien entre les droits de l'homme et les ODD. Ils voient ça comme deux choses différentes. Mais comme je l'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Les ODD ont toujours un potentiel énorme pour accélérer la mise en œuvre des droits humains au niveau local. Il y a beaucoup d'autres éléments qui pourraient être soulignés puisque c'est un document de clôture, mais il y a des réflexions sur la formation également, sur le soutien qui est offert aux autorités locales qui veulent explorer les approches basées sur les droits humains pour leur travail. À part l'académie, il y a également d'autres offres de formation aujourd'hui dans les différents continents et pas simplement les échanges entre les pairs dans des réseaux. Il y a différents réseaux, bien sûr, qui sont là, qui sont présents, et il y en a encore plus qui sont en voie de création. Donc, je dirais, il n'y a pas d'excuse de bouger en tant que ville. Vous pouvez obtenir un soutien de différentes manières. Et bien sûr, vous pouvez venir à Graz, mais il y a également bien d'autres offres qui existent. Donc, je prends que ce document peut être vraiment très utile pour les fonctionnaires à tous les niveaux, que ce soit au niveau local ou au niveau des Nations unies, pour comprendre comment mettre en œuvre ces droits humains et peuvent être renforcés au niveau local en lien
avec les autorités régionales et internationales. Donc, je voudrais féliciter ces organisations pour cette académie couronnée de succès et pour ce document de clôture comprenant les résultats de cette académie. Merci encore. Thank you very much, dear Morten, Merci dear beaucoup, Gerd. Also, I want to thank Gabriela Gerd Ramas et for Morten. this Merci beaucoup également assessment pour for the Gabriela academy Ramas and the sur sa appreciation façon de centers mettre en relief le travail de l'Académie, du centre de travail analysis of this outcome document and et concernant l'analyse de ce document de clôture. Je vous remercie également. you put from this comprehensive Vous avez document, you put bien emphasis extrait on les these éléments important essentiels points. de ce However, I document want to give et je voudrais vous further remercier de cela. appreciation to Et je two voudrais étendre cette appréciation, cet remerciement au gouvernement local ici de la ville de Graz. On nous a informé ici sur ce qui est possible de faire quand vous désirez que l'approche basée sur les droits de l'homme soit appliquée par le gouvernement local. Et donc, merci beaucoup, Madame la maire, pour nous avoir inspirés également pour le travail que nous réalisons. Nous vous avons écouté et merci de nous avoir donné autant d'informations et d'avoir partagé avec nous. Merci à tous pour ces présentations. Et maintenant, nous allons passer à la partie suivante de cette conférence, un panel de haut niveau de différents continents et avec des personnes de différentes organisations qui vont discuter la pertinence de notre document de clôture pour la pratique politique. Et nous souhaitons également la bienvenue à Wolfgang Benedikt qui va animer cette discussion. Et il a vraiment un CV extraordinaire. Il est également conseiller dans de nombreuses agences à de nombreux niveaux. En 1999, il a fondé le Centre de formation pour les droits humains et la démocratie ici à Graz. Il a été impliqué également dans la réalisation de la ville des droits humains de Graz, titre qu'il a obtenu en février 2001. Et c'est également la raison pour laquelle nous réalisons maintenant cette conférence tous les ans, le 8 février. Et il est également conseiller dans le domaine de la Biélorussie et de l'Ukraine et il est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de cet mot de bienvenue. Et je voudrais maintenant participer les participants de ce panel. Et bien sûr, je vais commencer avec Elke Kahr, maire de Graz, la deuxième plus grande ville d'Autriche et également ville de l'Europe dans le domaine des droits humains. Nous avons la chance de pouvoir accueillir la conférence dans les locaux de l'hôtel de ville et nous lui en remercions. C'est une femme politique du Parti communiste, axée sur la politique sociale. Et la devise est de ne laisser personne à la traîne. Donc, personne, aucun être humain ne soit oublié. Et elle se concentre sur les questions sociales et de droit au logement au niveau local. Nous avons également Kubono Tuni, qui est maire de Devel, dans le district de Doufelgo au Togo, l'une des très rares femmes élues maire et présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique. Pour la section du Togo, elle a été haut fonctionnaire au Togo pendant de nombreuses années
Et sa passion est l'autonomisation économique et financière des femmes, donc se concentrer sur le renforcement du pouvoir des femmes et leur accès à la prise de décision dans les politiques locales et dans toutes les instances de gouvernance locale. Elle s'intéresse également pour le changement climatique et la durabilité. Et puis nous avons Susana Angela Quesada. Elle est présidente de la municipalité de Tizayuca dans la province d'Hidalgo au Mexique et vice-présidente de la Fédération nationale des municipalités mexicaines. Elle a axé sa politique publique sur la justice civique et la sécurité publique lorsqu'elle a été élue et a été reconnue comme l'une des meilleures pratiques gouvernementales au niveau local au Mexique. Et son programme social, Plan Elisa Asunia sur la violence à l'égard des femmes, est l'une des stratégies d'inclusion sociale innovantes les plus réussies au Mexique. Puis nous avons également Luz Guzvanto, assistant pour le bien-être du peuple auprès du gouvernement de Jakarta en Indonésie. Il a précédemment occupé des fonctions de maire de l'administration de Jakarta Ouest et de maire adjoint de Jakarta Est. Longue carrière dans les administrations locales et provinciales en Indonésie. Puis, nous avons également des organisations internationales. Harald Bergman, qui est un double rôle en tant qu'invité donc sur le panel. Il est maire de Middelburg aux Pays-Bas et donc, il a donc un rôle dans une organisation internationale, notamment en tant que porte-parole thématique sur les droits de l'homme du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe au Conseil de l'Europe. Et à ce titre, il est l'auteur de manuels des droits de l'homme pour les représentants locaux et régionaux et des délégués néerlandais au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Puis nous avons Todd Howland, chef du service du développement des droits économiques et sociaux au Commissariat aux droits de l'homme. Il a une vaste expérience pratique dans un large éventail de droits de l'homme et de questions internationales, puisqu'il a travaillé en relation avec plus de 30 pays. Il est impliqué dans un nombre important de projets de renforcement des capacités et d'éducation qui ont été conçus pour augmenter le niveau de conformité aux normes des droits humains. Et puis nous avons Robert Louis Lettington, qui est chef d'unité pour la législation urbaine et coordinateur de branche pour la législation, la terre et la gouvernance à l'ONU Habitat, le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Il a une expérience de terrain dans plus de 40 pays et les domaines de spécialisation de Robert comprennent la rédaction de lois, la planification physique et le contrôle du développement, les droits de propriété intellectuelle et la gestion de l'information, l'environnement et les ressources naturelles, le commerce international et les droits de l'homme. Je remercie dès à présent tous les participants et nous allons maintenant nous concentrer sur certaines questions de notre document de clôture. Et la première question sera, comment est-ce que les considérations fondées sur les droits humains, comment peuvent-elles être incluses dans les processus de gestion qui visent à décider sur l'allocation, la dépense, ainsi que l'évaluation des fonds? Et je me tourne maintenant vers Elke Carr, qui va commencer avec la première contribution. Chers participants à cette discussion, chers maires et représentants des villes, c'est une grande distinction également pour moi de sortir du quotidien de la politique et de parler avec des représentants d'autres pays venant du monde entier pour échanger quelques mots quand il s'agit des questions des droits humains. Les droits humains sont un si grand mot qui est lié à énormément d'émotions. Parce que moi, je pense tout de suite à des milliers d'inégalités qui ont lieu tous les jours. Il y a énormément de niveaux où les droits humains ne fonctionnent pas. Et on pourrait dire que ce qui est le plus évident, en fait, et que l'on apprend déjà à un petit enfant, qu'il n'est absolument pas d'important d'où on vient, de quelle région, de quel pays.
ce n'est pas décisif. Ce qui est décisif, ce qui est important, c'est l'être humain, c'est la personne. Et ça, on l'entend quand on est petit. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais petite. Ça vient également de mes antécédents. Mes parents m'ont dit ça toujours. Ce n'est d'où qu'on vienne, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'être humain. Et pour que ça fonctionne, ou pourquoi ça ne fonctionne pas, vous le savez aussi mieux que moi, c'est la raison pour laquelle nous nous échangeons. Il s'agit également de différents intérêts qui ne permettent pas que nous puissions vivre de manière paisible et coexister de manière paisible dans notre monde, sur notre planète. Et pourquoi des petits-enfants ne peuvent pas grandir de manière libre. Et le reste, c'est de réaliser des efforts en commun. Et là, nous en arrivons à une question vraiment importante, qui est l'une de ces trois questions. Quand il s'agit, par exemple, du budget, dans notre pays également, en Autriche, le budget n'est pas non plus euh, réparti de manière égale. Bien sûr, nous sommes dotés d'un meilleur budget que d'autres pays pour pouvoir permettre de traiter les droits de l'homme, mais tout de même, même en Autriche, les moyens, les ressources financières ne sont pas réparties de manière égale. Et les fonds sont beaucoup trop utilisés pour l'armement, par exemple. Et à mon avis, ça n'a aucun de sens. Et ça ne contribue pas au fait que l'exploitation soit éliminée. Et pour moi, c'est la priorité. Empêcher l'oppression, les inégalités. Et pour moi, ce qui est important, c'est que tout cela soit utilisé pour la paix. Et lorsque Madame Ramos a parlé, également les collègues auparavant, ils ont mentionné l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et ça ne peut pas nous être égal. Et il y a aussi des gens ici qui ont perdu leur abri, ou quand on voit ce qui se passe en Turquie et en Syrie, les droits humains voudraient dire que tout le monde doit aider pour sauver les gens, et pas de manière théorique, mais vraiment sur place. Et on voit que parfois ça ne se passe pas en raison de forces politiques. Et là, on réfléchit et on voit également combien encore nous avons à faire. Et les efforts dans cette direction d'être là sur place, là où se retrouvent les gens, se réunissent et que là sur place, on s'engage pour voir mon frère, c'est ma sœur, ce n'est pas un ennemi. Et ça serait le début de la coexistence. Et je suis tout à fait convaincue de ça. Et dans ce sens, ce qui n'est pas égal non plus, c'est la personne qui gouverne. Parce que justement, il y a des modèles de pensée qui vivent du fait qui dit que divise et règne. Et ça ne peut, en fait, les droits humains ne peuvent fonctionner que si l'on n'exclut personne et que chaque personne doit pouvoir participer. C'est ça qui fait la coexistence, la participation politique, mais également la participation à tout ce qui concerne les fondements législatifs. Et je suis très fière que la ville de Graz fasse énormément de choses dans ce domaine, également dans le domaine de la santé, du logement. Et
de logement, j'en suis personnellement responsable. Donc, il s'agit de n'exclure personne. Et c'est auparavant, il y avait des exclusions et nous les avons éliminées. Et dans la ville où je vis, personne, je ne vais exclure personne. Il faut voir quels sont les domaines, les points, les groupes qui sont parfois exclus en raison de leur religion, de leur appartenance ethnique. Einsetzen muss, dass Gesetze, die Et den après, il faut également s'engager pour que les lois qui ne sont pas encore suffisamment bonnes pour pouvoir impliquer et intégrer toutes ces personnes, que ces lois donc soient éliminées. Et donc, il s'agit de la lutte également en faveur des droits humains. Il faut s'impliquer dans le domaine législatif pour que ces lois prennent en compte les droits humains et impliquent toutes les personnes. Ces lois doivent englober tout le monde. Et les gens qui travaillent ici depuis des décennies, qui ont un passeport autrichien, doivent avoir la possibilité non seulement de payer des impôts, mais également de pouvoir participer également au processus démocratique. Et c'est par là que je voudrais clore mon première contribution parce que je pense que les droits humains sont toujours liés à la politique très concrète sur place. Et également, il faut oser faire bouger les choses. Et les lacunes se trouvent dans un grand nombre de lois. Il y a énormément de lois également qui ne permettent pas que des personnes qui vivent dans un pays n'ont pas toutes la possibilité de pouvoir participer de la même manière. De votre engagement par rapport à la non-discrimination, du respect de l'autre et de l'autrui, nécessaire pour l'application des droits de l'homme. Je passe la parole à Todd Howland du Haut-Commissariat des Nations Unies, s'il vous plaît. Oui, il est figé. Donc, je donne la parole aux autres intervenants par rapport à la première question. Comment, sur les considérations fondées sur les droits de l'homme, celles-ci peuvent être incluses dans les processus de gestion qui visent à décider de l'allocation, de la dépense et de l'évaluation des fonds? Qui veut prendre la parole? Oui, je représente mon collègue qui malheureusement n'a pas pu assister. Je pense que les droits de l'homme peuvent constituer le meilleur moyen pour permettre à mettre en œuvre les droits de l'homme, notamment lorsque nous avons des programmes et une planification concrète de mise en œuvre. Par exemple, planification budgétaire sur un an. Ces programmes reçoivent une allocation financière et lorsque nous pouvons le faire, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre les programmes de logement, par exemple, ou comment effectuer les démarches de transparence nécessaires et liées aussi à l'éducation, éducation de toutes et tous.
Donc, ce que je pense, c'est que les droits de l'homme constituent un bon moyen permettant l'équité au sein d'une communauté. Merci. Merci beaucoup, Uz Kuswanto de Jakarta. Je vois que M. Howland est de retour, qu'il est prêt et qu'il peut peut-être prendre la parole. Je suis désolé, j'ai eu un problème technique de mon côté et j'aimerais remercier Graz, la ville de Graz et surtout aussi l'Institut pour cette initiative Les droits de l'homme à l'échelle locale, car le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a été établi afin de faciliter la mise en œuvre des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Et je vois partout que certains ont un peu de retard. L'un des défis dans le domaine des droits de l'homme, c'est qu'en grande partie, c'est les gouvernements qui ont des interactions, notamment le Conseil des droits de l'homme. Mais la réalité, c'est que ceux qui sont le plus proches des habitants, c'est les administrations locales, avec une interaction quotidienne et notamment aussi avec toute une gamme de droits de l'homme, tous les domaines, que ce soit accès à la santé, à l'éducation, que ce soit en lien avec de la discrimination, de l'antidiscrimination, que ce soit notamment l'intégration de toutes les communautés migrantes ou autres communautés qui ont été marginalisées, que ce soit pour des raisons ethniques ou de sexe ou de genre. Et tout cela doit mener à la compréhension que les villes doivent prendre ces concepts extrêmement importants de manière à trouver un résultat concret. Et comme l'Académie l'a montré, les concepts sont limités et les instruments. Prenons les aspects budgétaires et notamment l'utilisation budgétaire pour la réalisation des objectifs de droits de l'homme. Je peux vous dire qu'il y a un grand nombre des mesures concrètes et notamment qui ont un bon équilibre entre l'avancement et la constitution de compétences en matière des droits de l'homme, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul gouvernement local qui ait créé une matrice permettant de voir à quel point les droits de l'homme impactent toutes les décisions. C'est à nous de le faire. Nous avons déjà certaines bonnes pratiques dans différentes municipalités et différentes villes qui, lorsqu'on prend connaissance de cela, on peut les intégrer, les améliorer, les faire évoluer. 2 points me semblent être importants. Et les exemples, l'un vient d'Uruguay et l'autre d'Argentine. Il est important de les montrer car nous sommes nouveaux dans ce domaine et nous développons la méthodologie et la compréhension de comment nous, UNESCO, pouvons mieux soutenir les gouvernements locaux de manière à ce que les droits de l'homme deviennent un outil politique utile et que l'on puisse augmenter ce respect à l'échelle locale. Je pense qu'un bon exemple en la matière, c'est justement Buenos Aires,
qui a fait un progrès considérable en matière d'achat public plus durable et qui a mis en avant un système basé sur les droits de l'homme et le respect de ces derniers. Le respect des droits de l'homme, c'est 25% du budget. Ils ont maintenant des politiques d'achat durables, que ce soit économique, social ou environnemental, à différentes étapes du processus d'achat, de manière à pouvoir veiller à ce que le processus ou l'impact négatif que ce processus ou produit peut avoir sur les droits de l'homme soit réduit à zéro. Et c'est une pratique que la ville de Buenos Aires utilise. Et surtout, c'est important, ont repris la coordination avec tous leurs partenaires. Donc, dans tous les départements de la ville, mais également auprès de leurs partenaires où ils utilisent leur force d'achat de manière à ce qu'ils fassent de même avec leurs propres fournisseurs, de manière à ce que toute la chaîne d'approvisionnement soit prise en compte. Lorsqu'un contrat est donné à un fournisseur, il s'assure que l'impact désiré se fasse également, que ce soit pour l'inclusion de migrants, des personnes handicapées, que ce soit l'amélioration tout simplement des conditions de vie de certains groupes marginaux, voire exclus. Nous avons vraiment eu beaucoup de plaisir à voir les instruments concrets de la ville de Buenos Aires de manière à mettre en œuvre des objectifs de droits de l'homme. Nous avons aussi un petit projet en Uruguay avec 4 petites municipalités. Mais ce projet est un peu plus large parce qu'une partie des systèmes des Nations Unies est également inclus de notre côté afin de fournir le soutien le plus adapté. C'est Calalonias, Rochas et Paysandú, les 3 gouvernements régionaux qui sont impliqués en Uruguay. Et nous travaillons également avec l'Agence de la coopération internationale de manière à maximiser leurs ressources. Voulant dire quoi? Ça veut dire que pendant le processus de planification, ils essayent de voir comment on peut augmenter le respect des droits de l'homme. Ils ont leurs recettes, donc leurs dépenses et leur pouvoir d'achat, et ils peuvent avoir une interaction avec le système des Nations Unies afin d'augmenter l'argent disponible et cela avec des projets concrets, notamment aussi au niveau de la coopération internationale afin de maximiser l'impact. Donc là, c'est vraiment 2 exemples très concrets et je vous présente mes excuses car nous ne travaillons pas dans tous vos pays. J'ai entendu la maire de Graz et ses efforts, ce qui est lié à la relation que nous avons avec l'Académie de Graz. Nous travaillons avec différentes villes dans différentes parties du monde en train de relever les défis afin de veiller à ce que nous puissions tirer le meilleur profit de nos connaissances, car il faut éviter de réinventer la roue. Nous avons beaucoup d'efforts en la matière, que ce soit en Indonésie, aux Pays-Bas, au Togo, au Mexique, et nous n'avons pas suffisamment de ressources afin d'en faire le recueil.
de les assembler de manière à les rendre visibles et permettre aux autres de développer ces outils, ces solutions trouvées au niveau local. Pour nous, c'est un moyen splendide que cette coopération avec l'Académie des droits de l'homme à Graz et le document de résultats est un très, très bon exemple en la matière et nous avons clairement besoin de contribuer au mieux afin que les villes puissent aller de l'avant. C'est les villes qui sont le plus proches de leurs habitants. C'est les villes qui vont permettre à toutes et un chacun de bénéficier des droits de l'homme. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre travail et je peux vous promettre que nous allons continuer à vous soutenir dans vos efforts. Merci beaucoup. Merci, Todd. Ces exemples de bonne pratique sont très intéressants. Cette année, nous avons 30 ans de la conférence mondiale des droits de l'homme qui s'est tenue ici à Vienne. Et votre bureau est maintenant également sur le terrain. Et cette attention par rapport au niveau local est très, très bonne. Je ne sais pas si vous vouliez avoir un commentaire sur cette première question. S'il n'y a pas d'autres prises de position. Si, Robert, oui. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, simplement ajouter 2-3 points. Je sais pas que ce n'est pas vraiment une question budgétaire, mais regardez les revenus et la capacité des municipalités à générer des revenus. Très souvent, on a vu que c'est très agressif lorsque ces revenus proviennent des plus pauvres et beaucoup moins agressifs quand c'est les plus aisés qui doivent mettre la main à la poche. Deuxièmement, ça a déjà été mentionné, c'est regarder le processus des résultats. Oui, on a besoin de s'approprier les projets. Cette appropriation ne peut pas être trop rigide avec une réglementation trop serrée, car vous devez clairement voir est-ce que les résultats, par exemple au niveau du logement, sont à la hauteur des attentes et cela sans désagréger les populations. Et certaines villes sont vraiment en pointe de ces mouvements, d'autres ont beaucoup plus de difficultés. Et ne pas être trop axé sur les objectifs. Si vous le voyez, alors on a facilement un tout petit peu la tendance à ne pas prendre au sérieux la réalisation jusqu'à la dernière virgule et après le projet peut être s'enlise, histoire à éviter. Deuxième question. Quels sont les éléments participatifs à l'échelle d'un gouvernement local qui pourraient être inclus dans le cycle politique afin d'assurer la participation de toutes les parties intéressées, y compris les jeunes générations? Madame maire de Tefale au Togo, s'il vous plaît, Madame Touni, si vous voulez bien prendre la parole ou répondre à cette question. Est-ce que vous nous avez entendu? Unfortunately, we couldn't hear you. Maybe while you settle the technical problem, we could hear from Harald Bergmann, Mayor Pendant of que vous essayez de résoudre votre problème technique, nous allons demander à Monsieur Harald Bergmann. Oui, je vais commencer. Merci, Wolfgang.
Pour nous, un indicateur fiable d'une démocratie saine, c'est justement la réalisation budgétaire. Et le protocole 2019 pour la charte européenne a formalisé cette approche, à savoir participer dans les affaires des autorités locales, qui doit être un fait donné pour tous les habitants, y inclut la jeune génération. Ce n'est que quand les jeunes peuvent clairement montrer la réalité à laquelle ils se voient confrontés qu'ils peuvent être inclus. En 2022, la 10e anniversaire de ce 4e protocole supplémentaire a été fêté. Bien entendu, on essaye de voir quelle est l'approche de l'inclusion, et cela par un dialogue avec des personnes qui ont aux alentours de 30 ans, et de manière à ce qu'ils puissent être inclus dans le développement de leur ville, de leur région. Et si vous avez un conseil, à ce moment-là, vous pouvez, grâce à l'adoption d'une charte européenne de l'inclusion des jeunes dans les conseils municipaux, qui a été décidée en 1992, vous avez la participation active des jeunes dans la vie civique afin qu'ils puissent acquérir les principes démocratiques sur la base des droits de l'homme. Depuis 2014, le Congrès a essayé d'inclure des jeunes de différentes couches sociales. Pendant 10 ans, ce projet pilote a prouvé être une histoire à succès. Le Congrès a souhaité la bienvenue à un nouveau groupe de la génération suivante à cette nouvelle session de cette année. La participation des jeunes a commencé en 2015 et maintenant contient des directives, des meilleures pratiques pour assurer la participation des jeunes au niveau local et régional. Cela établit les conditions principales de l'éducation, du soutien, etc. Au Congrès des autorités locales et régionales, nous essayons de réfléchir à de nouvelles méthodes pour améliorer la participation de la société civile pour toutes les formulations politiques. Et je vous invite donc, par exemple, à consulter le rapport de Congrès sur la démocratie délibérative adopté en 2022 qui souligne le pouvoir de cet document pour la promotion de la prise de décision. Cette année 2023 est une année spéciale. Nous avons différents enjeux, les guerres en Ukraine, la lutte contre la démocratie dans de nombreuses parties du monde. Et donc maintenant, il est important de voir les conséquences que cela a dans le domaine des droits de l'homme, mais également pour l'état de droit. Avec maintenant, nous avons la participation des jeunes qui est une priorité du Congrès, et nous faisons en sorte que grâce à la génération suivante, nous puissions améliorer la promotion de la démocratie pour les années à venir. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toutes ces pensées sur le Congrès pour les autorités locales et régionales qui implique surtout sur la démocratie. Nous pouvons peut-être faire un nouvel essai avec Madame Touni du Togo. Voyons si cela marche mieux maintenant. Statement. Veuillez commencer votre contribution. Merci beaucoup.
de m'avoir invité à cette conférence. Parlons de la gouvernance locale. La gouvernance, c'est l'action de gouverner, la manière de gérer, d'administrer. La gouvernance locale peut donc être définie comme la manière de gérer, et d'administrer des affaires propres à la qualité territoriale. La gouvernance locale, comme étant à la fois un moyen et un objectif de développement des collectivités territoriales, garantissant la participation populaire et le respect des droits de l'homme. Cette gouvernance nécessite la participation citoyenne. L'action locale consiste à donner aux habitants dans le processus de l'élaboration politique locale, les actes civiques, le vote, la participation à un dispositif de concertation. Les formes de participation citoyenne à l'échelle locale sont variées et tendent encore à se diversifier. Les dispositifs existants peuvent constituer de véritables leviers pour mobiliser les habitants et favoriser l'engagement sur le territoire. Si nous mettons en place, nous sommes certains que nous allons réaliser pour la population. La gouvernance locale est une gouvernance de proximité. Tout le monde doit venir et tout doit être fait avec toute la population afin qu'elle puisse se retrouver dans toutes les décisions ensemble. Et cela va booster l'engouement de tout un chacun. Chacun se sentira appartenir à une réalisation que nous aurons eu à faire, par exemple. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aussi succinctement, vu que la technique me lâche. Je vous remercie. Thank you very much, Mrs. Mayor. Merci beaucoup, Madame la maire, et merci également pour notre interprète qui a essayé et qui est arrivé à transmettre votre message malgré les conditions difficiles, les conditions sonores difficiles. If that is not the case, we can go on. Nous pouvons maintenant continuer. Which is how is Et comment transparency on the budgeting and spending of nous en venons maintenant à la be provided question suivante. assessment La transparence concernant les processus budgétaires et de la dépense des ressources, comment est-elle assurée ou comment peut-elle assurer, y compris l'appréciation et l'évaluation des résultats? Et je voudrais maintenant inviter Susana Ángeles Quesada, présidente de la municipalité de Tizayuca dans la province d'Hidalgo au Mexique, de apporter sa contribution. Et je parle maintenant d'une ville de taille moyenne qui se trouve à 35 minutes de la Mexico City. Et concernant cette question, je voudrais parler des actions que nous réalisons et que la municipalité réalise. Tout d'abord, je voudrais mentionner qu'on ne peut pas partir du fait que tous les gouvernements locaux
travaillent avec le même engagement, malheureusement, à la protection des droits humains. Donc, tous ne luttent pas fortement en faveur des droits humains. Donc, pour qu'il y ait des efforts qui soient réalisés et des progrès qui soient réalisés, nous avons besoin de gens qui luttent pour ces droits humains et nous, les autres suivent également les directives. Nous avons un slogan, TISA, c'est une abréviation pour des villes ouvertes. TISA, ville ouverte, qui est ouverte à toutes les personnes. Nous avons entendu cela également pour Graz. Personne ne doit être laissé à la traîne et c'est également notre slogan. Ça veut dire également que nous voulons que les processus soient transparents. Et pour cela, nous avons différentes municipalités, des petits gouvernements régionaux qui, en fait, n'ont pas de compétences législatives, mais nous avons ce slogan, donc ville ouverte, et ça veut dire que ici, nous voulons intégrer également ces personnes dans le processus de prise de décision. Et de par la loi, au Mexique, nous, tous les 3 mois, nous voulons réaliser une assemblée où nous prenons des décisions sur les travaux publics, par exemple, les travaux routiers ou de différents projets. Et là, nous impliquons toutes les personnes des districts, les dirigeants, par exemple les dirigeants des institutions de formation. Et là, on élabore ainsi des décisions, mais qui ont comme priorité les droits humains et les droits. Ce qui est important pour la participation. Cette participation est importante pour moi. Et la budgétisation, bien sûr, doit être prise en considération. Et là, c'est une tâche législative. Comme je l'ai dit, nous utilisons ici des réseaux sociaux, donc médias sociaux, pour être en contact avec les jeunes, avec les femmes, avec tous les gens. Et cela permet également de garantir qu'ils participent à des sondages, dans des enquêtes, sans devoir venir à un endroit spécial. C'est vrai aussi pour les personnes qui ont un handicap, par exemple. Et là, nous avons une législation et nous avons des organes. C'est une obligation avec lesquelles nous travaillons. Nous mettons en place des organes de surveillance et cela s'applique, par exemple, quand une route est construite ou un système de drainage des eaux usées. Par exemple, ces groupes de travail sont mis en place avec la population et nous leur expliquons avec cet organisme de surveillance ce qu'on peut attendre des travaux qui vont être réalisés et en quoi cela leur apporte un certain usage. Et cela veut dire que l'agenda de 2030 est également impliqué. C'est considéré comme un accélérateur de la localisation. On en a parlé tout à l'heure. Et là, il y a les droits humains qui sont également intégrés. Tout cela nous a beaucoup aidé dans ce cas, car nous avons cet agenda qui est en lien avec notre plan de la commune. C'est-à-dire que les deux sont en parallèle. C'est-à-dire que nous avons une élaboration du projet et tous les niveaux sont informés. Donc, le but est de
partager le pouvoir. Et c'est vraiment fantastique de voir comment cela fonctionne. Et c'est accueilli de manière très positive par la population. Par exemple, les personnes à Yuba, par exemple, ont un droit de participation, mais souvent les décisions sont prises sans prendre en compte suffisamment les droits humains. C'est pourquoi je suis très reconnaissante de cette initiative et je remercie également les participants de l'Académie qui participent ici et qui ont contribué à tout ce travail. Merci beaucoup et c'était vraiment très intéressant d'entendre la façon dont vous réalisez les choses et je voudrais également entendre Monsieur Robert Louis Lecteton qui voudrait nous donner également des informations. Pour parler de certains des points essentiels, la transparence commence et se termine au moment où on échange des informations. Donc, ce que vous faites, le travail que vous faites et où vous dépensez, et tout ça il doit être lié à certaines priorités. Donc, échanger des informations, permet des questions et promouvoir bien sûr l'engagement. C'est sûr, nous savons tous que des questions peuvent être posées, mais je pense que ce principe, les informations de base doivent être données d'une manière qui est vraiment liée à ce que nous voulons vraiment réaliser dans le projet avec les dépenses. Je crois que quand vous voulez commencer à rentrer dans différents domaines, il y a tout un tas de façons selon lesquelles on peut considérer les choses. Nous travaillons par exemple dans le domaine des sanitaires, de l'hygiène, de l'eau, et nous avons un opérateur qui travaille dans ce domaine et nous regardons les études de la population et nous avons réalisé un sondage pour voir ce que pensent les gens sur la façon dont les services d'eau et d'hygiène étaient fournis. Est-ce que c'est propre, c'est utile ou y a-t-il des problèmes? Donc, pour voir vraiment ce qui se passait vraiment avec l'eau, avec le système sanitaire, afin d'être en mesure également d'améliorer les services, la fourniture des services. Et un autre outil que nous utilisons également dans certaines villes, c'est là où nous avons la prévalence des téléphones mobiles. Bien sûr, il faut faire attention à la confidentialité au niveau humain. Nous avons bien sûr là des problèmes avec les données. Et quand on regarde toute la cartographie, tout ce qui se passe entre différents endroits, à ce moment-là, nous pouvons avoir également des considérations différentes quand on pense à l'inclusion. Par exemple, le secteur du transport. Vous savez où sont les personnes dans les villes maintenant grâce à tout cela, grâce à ces cartographies. Vous pouvez également voir comment les gens se déplacent de leur logement vers leur lieu de travail. Et vous pouvez également lier à cela certains projets. Et ça peut être lié également à des objectifs gouvernementaux, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui viennent grâce à la technologie et où on peut voir les choses de manière très pratique et où on peut voir également quels sont les résultats de nos investissements. Et cela permet bien sûr l'accès à des opportunités économiques, à l'arbre et au logement, à l'eau et la question de la gestion du savoir et la possibilité d'apporter un logement aux gens. Donc, grâce à toutes ces possibilités, ces outils, nous avons de nouvelles possibilités. Il y a des groupes, parfois des nouveaux groupes, qui ont un système d'accès plus faible à l'information. Et
il faut voir comment ces groupes peuvent avoir un meilleur accès au niveau de la décision, au niveau de la mise en œuvre. Quand nous avons des systèmes participatifs, il y a des choses que l'on peut élaborer. Et ce qui est important, c'est d'avoir la volonté et de voir ce qu'est vraiment la transparence et l'engagement dans notre processus budgétaire et à partir de là, voir comment nous pouvons mesurer les processus et regarder également les résultats pour voir où sont les priorités et y impliquer les droits humains à un stade précoce. Et également, comment nous pouvons relier à d'autres processus. Nous avons entendu parler déjà de ces examens locaux et si nous pouvons lier ce qui se passe sur le terrain avec les priorités d'un gouvernement municipal, par exemple, c'est très efficace. Et les processus d'examen sont importants. Il est important d'avoir ces 4 années à suivre. Si nous utilisons cela, plus nous pourrons réaliser un travail pratique et cela permet d'améliorer la transparence du processus. Donc maintenant, nous avons déjà des outils qui sont à notre disposition et que nous pouvons utiliser si l'engagement politique est là. Nous avons discuté, par exemple, des aspects de la planification du territoire. Il y a beaucoup de leçons, notamment sur les approches pluralistes, sécuritaires, sécurité du terrain. Donc là, on peut vraiment s'adapter, notamment des pays du Sud, mais aussi du Nord, par rapport à leurs propres défis, en prenant en compte les expériences réalisées dans d'autres pays. Merci. Maintenant, je demande LKK si elle veut bien nous faire une déclaration de la fin, mais avant, est-ce que quelqu'un d'autre veut encore prendre la parole de la part des intervenants? Cela ne semble pas être le cas. Très bien. Je demande donc à Madame la maire de Graz de bien vouloir nous faire un petit résumé. Merci, Monsieur Bénédicte, pour cette animation. Je ne veux pas faire de déclaration de la fin, car toutes les contributions sont utiles et importantes. Et si je ne prends que un, c'est Monsieur Ouassada, puisque je pense que c'est la phrase importante. Il est important, lorsqu'on est politique, de partager le pouvoir. C'est une déclaration fort importante et reflète absolument la politique réalisée ici à Graz. Et nous essayons d'aller en ce sens. Nous avons mis en œuvre un grand nombre d'aspects, que ce soit pour les jeunes, avec des parlements pour les jeunes, où il y a également des parlements régionaux sur les questions environnementales. Nous avons un conseil des migrants. Nous avons 154 nationalités qui vivent chez nous, qui non seulement ont un processus d'élection, mais nous avons veillé à ce qu'ils puissent participer à tous les prises décisionnelles, chose que nous pensons être important.
de manière à ce que ça puisse se faire, n'importe que ce soit des jeunes ou des personnes âgées. Nous avons également un conseil des personnes âgées du troisième âge, de manière à ce qu'ils puissent avoir leur apport et que la politique et les décideurs politiques parlent ouvertement de leurs projets. En ce qui concerne le budget, il est clair que ces budgets sont publics. Chacun peut les consulter. Mais est-ce que je comprends le contenu du budget? Et si le budget contient 100 pages, ça ne veut pas dire qu'on le comprenne. Et cette traduction en langue claire, savoir ce qu'on dépense et pourquoi on dépense ce qu'on dépense, c'est justement ce que nous avons décidé de faire pour être transparent. C'est transparent, mais ça doit être visible. On doit pouvoir le lire et avoir des formules bien faites, bien pensées. Ce n'est pas la chose la plus importante, mais il faut que les politiques soient proches des habitantes et habitants et qu'ils puissent communiquer régulièrement avec les gens qui vivent dans la municipalité. Si j'ai bien compris, vous faites exactement la même chose et c'est la raison pour laquelle c'est pour moi un grand honneur d'avoir pu avoir cet échange, mais surtout, il est bon de savoir qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec le même état d'esprit que nous. Je vous souhaite tout de bon pour l'avenir et surtout que vous puissiez réaliser vos objectifs au même titre que nous. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elke. J'aimerais également remercier tous les intervenants de notre panel et les remercier pour leur contribution. Merci beaucoup à toutes les participantes. Merci également à Wolfgang Benedikt pour avoir animé cette table ronde. Nous avons maintenant le plaisir de pouvoir vous montrer des contributions à travers le monde. On commence par l'Indonésie. Mapung. Bonjour tout le monde, je m'appelle Unang Mukan, je suis le directeur du Centre pour les droits de l'homme. Nous travaillons en étroite collaboration ici à Sumatra avec la population locale. Nous faisons un conseil pour les universités et nous avons notamment également une approche par critères qui nous permet d'avoir des exemples concrets au niveau des droits de l'enfance, du logement et de la formation. Et cela, notamment également par rapport aux objectifs de développement durable que nous avons inscrits au niveau du gouvernement local, à notre ordre du jour, qui sont discutés et où le rôle et l'accent est mis sur les acteurs locaux pour les impliquer dans la planification, la gestion et la révision de ces projets. Donc, nous espérons que la ville de East Lampung, en Indonésie, peut contribuer à ancrer les droits de l'homme dans la prise décisionnelle politique. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, une contribution de Medellín en Colombie.
También hacemos parte de la coalición latinoamericana y caribeña de ciudades contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Nuestra ruta para las víctimas de trata de personas tiene un protocolo que brinda un enfoque diferencial desde la prevención, la mitigación, protección y la atención a las víctimas de este delito, que en su mayoría Notre aide par rapport aux victimes de la traite des êtres humains comprend un protocole qui notamment soutient surtout les femmes, puisque c'est les femmes qui en souffrent de plus. Nous nous battons contre la traite des êtres humains car nous avons une rencontre institutionnelle avec les organisations, les autorités, les scientifiques et également les représentants de la société civile. Nous sommes un objectif de la migration. Beaucoup sont en passation et viennent d'autres communes, départements et viennent à Médine à cause de notre offre institutionnelle. Grâce à notre stratégie de prise en compte et de suivi, nous avons pu sensibiliser plus de 900 000 personnes, 320 jeunes et enfants grâce à des méthodes pédagogiques et de jeux, donc au total plus de 10 000 personnes. Notre stratégie de prise en charge, de prévention et de soutien a été primée par le prix Pablo Valente à Washington. Nous travaillons pour la protection. Nous avons développé des outils et surveillons tous les cas en faisant également de la documentation. Dans notre quartier de la science, de la technologie et de l'innovation, nous travaillons et œuvrons également pour les victimes de la traite des êtres humains, notamment par des processus positifs. Ces personnes doivent pouvoir être réintégrées dans la société et nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de répétition du processus. Merci pour cette contribution. Troisième exemple, une contribution de Gwangju de la Corée du Sud. Je suis le maire de la ville de Gwangju. J'aimerais remercier l'UNESCO et M. Krosthal et l'Autriche et le directeur du Centre international des droits de l'homme au niveau local. Pour cette conférence, je félicite nos hôtes, l'Académie et la conférence en 2023. Graz et Gwangju ont beaucoup de choses en commun. Graz a été désignée comme première ville européenne des droits de l'homme et comme capitale culturelle. Gwangju en Asie est surtout connue pour son approche démocratique des droits de l'homme et en particulier, Gwangju est l'un des représentants des villes au niveau du mouvement de la démocratie globale. Le 18 mai, le mouvement de la démocratisation 1980 a été fondé ici et nous avons hérité depuis un forum qui se tient depuis 12 ans, Forum des droits de l'homme. Et nous avons également une approche discursive. Nous créons un réseau avec d'autres villes. Et le 12e Congrès mondial des villes des droits de l'homme nous a rappelé que nous discutons de normes communes, de direction pratique des droits de l'homme, et tout cela dans un contexte de crise mondiale et globale. Cette année, le 13e forum va se concentrer sur la dignité humaine et l'augmentation de la dignité humaine. Les gouvernements locaux sont conscients des discriminations, de la polarisation sociale actuelle et du climat de changement dans leurs régions respectives. Ce disant, le forum sera uni et essayera plutôt de proposer des solutions pratiques. Gwangju a été à l'avant de tous les développements en matière
de droits de l'homme et notamment pour la coopération avec les organisations internationales. Et nous allons continuer sur cette voie pour être une ville de la démocratie et des droits de l'homme afin que nos citoyennes et citoyens puissent en jouir pleinement. Merci, merci beaucoup à toutes et à tous. Nous nous réjouissons de toutes ces contributions et nous souhaitons remercier les participantes, les participants, nos partenaires, nos intervenants. Nous remercions les interprètes et notamment Wanda et toute son équipe à avoir organisé l'académie et l'ensemble de la conférence pour la 3e fois. Et cela lors de l'année de commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, comme nous l'avons déjà entendu, a maintenant 75 ans en tant que document. Avant la conférence, c'est pendant la conférence. Après la conférence, c'est avant la prochaine conférence. Nous allons commencer au mois 2024, la prochaine conférence au mois de février de les droits de l'homme au niveau local, qu'est-ce qui fonctionne? Et j'espère que nous pourrons vous voir toutes et tous. Merci à toutes, merci à tous et nous vous souhaitons tout de bon. Merci.